Ce bourg, situé au milieu d'un bas-fond que dominent deux torrents dévastateurs, offre à l'œil du voyageur un aspect affligeant. Depuis 20 ans, les habitants entassent digue sur digue pour défendre leurs bourgs et leurs champs contre les envahissements du torrent des Moulettes. On ne peut pas espérer un autre fruit de tout cet argent consacré aux défenses de Chorges que celui de retarder l'invasion pendant un certain temps. Nous pouvons malheureusement prédire que tôt ou tard, il faudra déserter Chorges ainsi que sa plaine, couverte de prairies et de vergers. Ces vieux textes du XIXe siècle nous montrent combien l'eau a été un problème pour Chorges. Ce qui est devenu aujourd'hui une richesse pour cette ville a été pendant des siècles le principal fléau de notre commune. L'occupation des sols par l'homme dépend depuis la nuit des temps de la présence de l'eau sur un territoire. Chorges, attachante commune de moyenne montagne avec ses 2500 habitants, aux portes du lac de Serponçon, dans les Alpes du Sud, était le berceau de l'ancienne cité des Caturiges. L'eau s'y est imposée jour après jour comme le socle de l'histoire singulière de la cité. Entre 2500 et 3000 mètres d'altitude, formés de vallées étroites et de versants aux pentes plus douces, les sommets Caturiges se recouvrent de neige pendant de longs mois. Ce manteau neigeux et l'agencement des roches ont contribué à la formation de nombreux torrents et ruisseaux qui sillonnent le territoire pour rejoindre le lac de Serponçon. Le plus impétueux d'entre eux est le torrent des Moulettes. L'eau, tantôt dévastatrice et bienfaitrice, elle a accompagné la vie des habitants tout au long des siècles. Voici en quelques mots l'histoire de Chorges, nichée dans son écrin d'eau. 1, 2, ça tourne ? Ça tourne. C'est rigolo, toutes ces micro-gouttes d'eau, toutes ces micro-gouttes de pluie, l'eau c'est là, c'est la vie. C'est rigolo, toutes ces micro-gouttes d'eau, toutes ces micro-gouttes de pluie, l'eau c'est là, c'est la vie, l'eau c'est là, c'est la pluie. Il y en a aussi, car l'eau c'est là, c'est la vie, pour les arbres de vie. Bonsoir, bienvenue au marché nocturne de Chorges, on est Joe & Co. Bienvenue à tous. Here we go again, make it sound. Notre village est situé à la porte du lac Serponçon, en bordure du parc des Écrins, avec une zone très montagneuse qui est le Piolite et le col de la Gardette, et puis face au Morgon, qui domine le lac de Serponçon et qui est l'entrée de l'Ubaye et l'entrée des zones plus montagneuses du nord du département. C'est une commune qui a environ 2500 habitants, qui est niché en fond de vallée auprès du Marais qui est aujourd'hui classé biotope, donc qui est quand même un site reconnu, protégé, et puis des deux torrents qui ont été très dévastateurs pendant des siècles et qui aujourd'hui sont, domestiqués, mais pas complètement, dans la mesure où on a toujours des risques torrentiels qui sont les risques naturels des zones de montagne. On dit toujours « méfions-nous de l'eau qui dort ». Mais ces enfants qui jouent aujourd'hui innocemment aux abords de la digue ignorent que ce nouveau terrain de jeu est le témoin historique des efforts consentis par toutes les générations anciennes pour lutter contre les flots dévastateurs. Son caractère à la fois dangereux et imprévisible, les habitants de la vallée ont appris progressivement à le domestiquer. Cependant, l'eau n'est pas toujours aussi redoutable. C'est aussi une source de bienfaits vital pour l'homme et nos vallées. Donc on a un réservoir énorme sous nos pieds et c'est une commune qui a une richesse par rapport à l'eau, qu'elle soit agricole, qu'elle soit touristique ou industrielle, avec l'usine d'eau Roche des Écrins qui crée de l'emploi et qui crée des revenus pour la commune de Chorges. On a une usine, on a l'agriculture, on a l'eau potable, on a le lac. Si, l'eau est le centre un peu d'activité de la commune quand même. Cette eau précieuse, comme on dit, qui fait beaucoup discuter les gens.
Il y a le torrent des Moulettes qui dévale le long des pentes, et puis il y a cette même eau qui vient reposer dans une réserve collinaire. Et là, ce sont des centaines de mètres cubes d'eau qui permettent ensuite d'arroser les champs et les prairies. Donc l'eau que l'on utilise pour l'aspersion de nos champs vient de la source des Moulettes qui est située derrière Chorges. Donc il a été créé pour cela un lac collinaire où l'eau est stockée l'hiver. Et pendant la période d'arrosage, il y a une petite quantité de la source qui alimente le lac pour maintenir le niveau. La réserve fait 140 000 m3. Elle fait une surface approximative d'1,5 hectare, je pense. L'endroit existe depuis 87, je crois. Oui, c'est depuis 87. Ça sauve l'agriculture d'un temps de sécheresse. C'est un système d'arrosage en économisant de l'eau. Ce n'est pas des canaux à ciel ouvert, c'est des conduites forcées. L'eau va à chaque propriétaire, une borne à chaque propriétaire. Toute l'irrigation est en bas. C'est pour ça que nous n'avons pas de pompage. Nous n'avons pas besoin de pompe, pas besoin d'électricité à payer. La pression, nous, est créée par gravité. C'est-à-dire que pour avoir de l'aspersion, il faut de la pression. Et la pression, on peut l'avoir par deux méthodes. Soit c'est des pompes avec une énergie thermique ou électrique. Mais nous, c'est naturel, c'est la gravité, c'est la hauteur du lac qui donne la pression à notre borne. Et grosso modo, à notre borne, on a entre 6 et 7 bars de pression. Actuellement, l'enrouleur derrière moi, il projette à peu près 30 mètres cubes d'eau à l'heure. Et l'eau est acheminée vers nos parcelles par un réseau collectif de tuyaux. Voilà, donc pour utiliser l'arrosage par aspersion, je dois d'abord manipuler cette vanne, c'est-à-dire l'ouvrir pour envoyer l'eau dans l'enrouleur. Là, on entend bien l'eau sous pression qui arrive. J'ouvre tout doucement, parce que comme il y a beaucoup de pression, il faut éviter les coups de bélier dans les tuyaux. Et maintenant, je vais aller vers la machine pour régler le débit, l'avancement, tout, pour que ça arrose comme il faut. Le principe de l'enrouleur, on amène le jet avec son tuyau au bout du champ et la machine, par la force de l'eau, remonte le jet. C'est-à-dire que la machine est équipée d'une turbine qui entraîne une boîte à vitesse qui nous permet de régler l'avancement, donc la hauteur d'eau qu'on veut mettre. Ce qui donne une grande précision dans ce qu'on veut apporter sur la culture. Et le cliquetis qu'on entend, c'est le tuyau qui s'enroule petit à petit. Donc dès que cette machine elle est en place et que le tuyau est tiré, elle se débrouille toute seule. Parmi toutes les techniques d'irrigation ou d'arrosage, il y a l'arrosage à l'arrêt. Ce qui veut dire très concrètement que l'eau arrive par le canal, puis les ruisseaux, et ensuite l'agriculteur la guide, pas à pas, tout au long de petits sillons et de raies, jusqu'au cœur des terres et des prairies. De toute façon, c'est comme ça que tout ce qui est l'aspersion avant, en bas, avant ça s'arrosait à peu près tout comme ça. On arrose à l'arrêt, et on a tant d'heures d'eau par rapport à l'hectare. C'est comme ça que ça marche. Le tour il revient tous les 18 jours. Alors tous les 18 jours, on a les heures d'eau. Alors le printemps, on fait des corvées qu'on appelle pour nettoyer les ruisseaux, creuser les ruisseaux, entretenir les ruisseaux. Tout le groupe, il creuse le réseau d'eau du syndicat qu'on appelle. C'est un syndicat. Et après, chacun creuse ses ruisseaux au bord de ses parcelles. Ah, vous voyez, je prends l'eau sur le réseau pour l'envoyer dans ma propriété. Ou avec des ardoises, j'ai même des étanches métalliques, mais bon, elles ne sont pas à cette parcelle-là. L'eau saute là, et puis, on sait à peu près qu'il faut aller, suivant la quantité d'eau qu'il y a sur le ruisseau, ben, il faut aller pour 2 heures pour aller au pied de la parcelle. On revient 2 heures après, on la change de place. L'arrosage à l'arrêt, c'est ancien. Beaucoup de personnes ont un peu de quelques parcelles en aspersion. Ça permet de sauver les récoltes, certaines récoltes, quoi.
de compenser une année de sécheresse. Celui qui a quelques parcelles à l'aspersion, ça compense le manque de fourrage qu'il a sur les parcelles qu'il arrose mal à l'arrêt. Voilà. Oui, on manque d'eau. De toute façon, l'été, à l'arrosage à l'arrêt, on n'a pas de l'eau pour arroser à volonté. À l'arrosage à l'arrêt, on n'arrose pas à volonté, on n'a pas d'eau pour ça. Il y a un peu, mais enfin l'été, c'est sûr qu'il manque toujours de l'eau. L'avantage c'est beaucoup moins cher. Mais quand même, on fait le travail, pas si bien le travail qu'avec l'aspersion. Avec l'aspersion, c'est un travail formidable. Là, vous allez envoyer l'eau, aussi bien un endroit, il y a des trous de top, ça vous mène l'eau ailleurs, et il reste un morceau au milieu qui n'en a point. Les marais constituent un lieu à part. À vrai dire, ils font système. C'est un lieu écologique et hydrologique particulier, très complexe. Donc nous sommes ici, au cœur du marais de Chorges, donc qui est une petite zone humide de fond de vallée, qui est protégée par un arrêté préfectoral de biotope, donc qui est une législation la plus stricte en matière de protection de l'environnement. Alors ce qui est étonnant à Chorges, c'est que quand on imagine le mot marais, quand on entend le mot marais, on visualise tout de suite un petit marécage, un espace très humide, au moins sur le plan visuel. Et quand on arrive à Chorges, on est très surpris parce qu'on ne voit pas l'eau. Et en fait, l'eau, elle est simplement sous nos pieds. Et le sol est très très humide et très marécageux. Et l'homme n'a pas pu forcément s'y installer. Et donc il y a énormément de villes et d'agglomérations qui ont tout asséché, qui ont vraiment fait des gros travaux de dessèchement de ces zones. Et les zones humides sont essentielles aussi dans le fait qu'elles ont épargné longtemps les petits villages ou les grosses villes de crues ou d'inondations, puisqu'elles absorbent cette eau. Et maintenant qu'on les a supprimées, on observe un peu partout en France que les inondations deviennent de plus en plus violentes. Il n'y a pas eu d'études hydrographiques sur le marais. Et ce qu'on est à peu près sûr, c'est que c'est le torrent des Moulettes qui arroserait le marais. Et puis plusieurs petits ruisseaux qui arrivent et qui atterrissent dans ce site. Il y a encore quelques années, les marais, c'était des endroits maléfiques. Selon les légendes, les croyances, les marais étaient la cause de toutes les maladies, de toutes les épidémies de peste ou de choléra. Et c'est pour ça qu'on a voulu les faire disparaître. Donc on est ici au cœur même du marais de Chorges, puisqu'on est dans la grande roselière qui représente plus d'un tiers de la surface protégée. Par contre, c'était un peu l'ennemi principal des agriculteurs, parce que c'est une plante invasive. Mais quand on se place d'un point de vue écologique, essentiel pour la biodiversité, puisque c'est elle qui abrite toutes ces espèces migratoires. Ce qui fait la richesse de ce marais, c'est qu'il rassemble 4 milieux, on appelle ça des mosaïques, mais il rassemble 4 habitats naturels exceptionnels pour les insectes, pour les oiseaux, pour la flore, puisqu'on a une grande roselière, on a des prairies naturelles qui sont fauchées, on a des petits bosquets de sol qui sont parfaits pour les petits oiseaux de toute petite taille. Et puis on a ces fossés, tous ces petits canaux qui ont été créés par l'homme et qui irriguent toutes les terres agricoles, qui font que ce marais est un site riche et unique sur le plan biologique. En avril 2010, on a recensé plus de 145 espèces d'oiseaux. Et dans ces 145 espèces d'oiseaux, en fait, on a remarqué qu'il y en avait plus de 126 qui étaient inscrites dans les listes d'espèces menacées en voie de disparition. Ce site nous montre un petit peu ce que l'eau peut offrir à Chorges. L'eau, c'est pas que s'alimenter, c'est pas que se nourrir, c'est pas que du tourisme. L'eau nous offre vraiment un trésor naturel à Chorges. Le marais, c'est tellement une richesse biologique que la mairie de Chorges a décidé de l'enseigner. Et depuis un an maintenant, il y a l'école du marais qui a été mise en place donc par la commune. Et on espère que la future génération prendra bien soin de ce marais. L'installation de l'eau courante ne date que des années 1920. Auparavant, les fontaines avaient un rôle majeur et non pas seulement décoratif dans le village. Chaque jour, les familles s'en allaient puiser de l'eau, et puis on imagine aussi les lavandières, on imagine les bêtes et les animaux domestiques venant s'abreuver. Quant à la fontaine lavoir de la place du Fort,
Elle a été construite en 1854 à la suite d'un terrible incendie. La fontaine date des années 1850. Lors du dernier incendie de Chorges, les maisons étaient en toit de chaume et ça a brûlé. Alors ils ont remonté, les bienfaiteurs ont recréé une fontaine ici. On retrouve un lavoir avec du marbre rose qu'on retrouve au niveau des aiguilles de Chabrière. Il y avait une carrière ce qu'on appelle la carrière de Salados et le marbre vient de là-haut. D'accord ? Sinon l'eau, c'est l'eau de source qu'on retrouve, s'appelle l'eau des Moulettes, qui est captée à 1200 mètres d'altitude. C'est de l'eau qu'on retrouve dans tout le village de Chorges. Mais au point de vue eau courante, ici on n'a jamais manqué d'eau. Jamais. C'est pratiquement, ça a toujours été. Moi j'ai toujours reculé, les gens s'en servaient pour mettre leur beurre au frais, pour mettre en fait tout ce qu'il fallait conserver, les frigidaires. J'en ai jamais eu. Ça servait pour les animaux, faire boire les animaux, et pour les dames laver leur linge, quoi. Il y avait la lavoir, qui existe encore, ça se voit bien là. Toutes les femmes du village qui venaient laver là, et elles discutaient, et elle avait le battoir dans les mains. Et elle tapait sur le linge, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la machine à laver. Hein. Alors elle lavait le linge comme ça. Elle le faisait bouillir dans une lessiveuse, et puis elle chantait. Tant qu'il y aura du linge à laver, elle tapait avec le battoir. Pour avoir de l'eau, il venait les chercher avec l'arrosoir. Il les portait à la maison, il n'y avait pas l'eau à la pile, hein, comme dans le temps. Il était dans une bancine et il faisait la vaisselle. Là. Et après, il la jetait. Hein. Pour se laver, c'est pareil. Hein. Il se lavait dans une cuvette. C'était tout, il n'y avait pas la salle de bain, hein, ça n'existait pas. Ah ben c'est sûr, quand on était gamin, tous les gamins ils s'y mettent, même encore maintenant. Hein. Ils se baignent, ils se tapent dans l'eau. Et ça commence par juste une petite rinçade, et puis après ils se mouillent carrément. Hein. Il y a l'usine, là, vous en buvez vous-même. Il y a l'usine là-haut, alors on en boit tous les jours. Il y en a qui viennent faire le plein aussi, hein. Des alentours, dans des campings, où ils viennent là pour prendre de l'eau. Il y a les fontaines, bien sûr, et puis il y a cette formidable installation industrielle, l'usine d'eau Roche-les-Écrins. Donc l'usine a été créée en 1993. C'est un des maires de Chorges qui, dans les années 90, voyant la qualité de la ressource en eau qui alimentait le village, a eu l'idée de faire des analyses et de se poser la question de savoir si cette eau pourrait être mise en bouteille. Le résultat de ces analyses a été exceptionnel et donc la mairie de l'époque a décidé de créer ce qu'on appelle un atelier relais, donc de construire des bâtiments pour un industriel qui voulait se lancer dans l'aventure du remplissage de l'eau de source de montagne. Donc cette usine a démarré en 1993, puis s'est développée avec un rachat en 1998 par un groupe d'eau minérale qui est un groupe familial, le groupe des eaux minérales de Saint-Amand, qui est basé dans le nord, à Saint-Amand-les-Eaux. Et ce groupe familial est le 4e embouteilleur d'eau en France, avec un marché qui représente environ 10% de l'eau qui est vendue sur le marché français. Nous produisons jusqu'à 130 millions de bouteilles par an, 1 million de bouteilles par jour quand toutes les lignes produisent ensemble. C'est un volume qui est du même ordre que celui qui est utilisé pour l'irrigation sur toute la commune. Donc on peut dire que nous n'utilisons que vraiment ce que la ressource veut bien nous donner, puisque la ressource peut en pointe produire jusqu'à 200 litres seconde. Donc l'eau de la source Roche-des-Écrins provient du massif du Piolite, des massifs neigeux qui donc au printemps fondent. À cette neige se rajoutent les chutes de pluie. Donc cette eau est emmagasinée dans un réservoir de roches fissurées qu'on appelle des roches karstiques. Et donc ce réservoir alimente l'usine avec une eau de très très bonne qualité puisqu'elle est filtrée naturellement par les roches. Donc cette eau, effectivement, on l'appelle la roche des écrins. C'est en liaison avec le massif des écrins qui est proche. Mais on peut aussi dire que si on parle d'écrins, c'est que cette eau est un bijou. Et c'est une eau qui, quand nous la mettons en bouteille, en fait, ne subit aucun traitement. Donc c'est avec cette petite tuyauterie que nous alimentons toutes les lignes d'embouteillage. Et donc l'eau qui coule ici coule été comme hiver à une température de 7 degrés. On la reçoit ici comme si on la buvait à la source, elle est parfaitement naturelle et limpide. Et puis ensuite on va faire toute la chaîne de production. Donc on va passer par là-bas. Et ce sont des petits tubes en plastique qu'on appelle des préformes. Ce tube en plastique, en fait, on va le chauffer à une température de l'ordre de 100 degrés.
On va le pré-souffler de manière à faire une bulle de plastique. Et ensuite, on va souffler avec de l'air à très haute pression dans un moule de manière à fabriquer la bouteille définitive. Donc là, on voit un moule qui permet de fabriquer une bouteille de 33 centilitres. Donc c'est vraiment la forme de la bouteille. Et quand les préformes rentrent dedans, on envoie l'air comprimé. Et comme le moule est refroidi, en fait, la matière plastique va se figer sur la paroi du moule et la bouteille est prête à être remplie dans les minutes qui suivent. Cette machine produit 23 400 bouteilles à l'heure, qui est l'équivalent de plus d'un semi-remorque chaque heure. Donc là, les bouteilles sont transportées par des convoyeurs à air qui permettent de les transporter de manière hygiénique, sans contact avec l'air extérieur. Donc elles vont être remplies juste après l'opération de soufflage que nous venons de voir. La machine de remplissage, donc les bouteilles vides arrivent de la souffleuse, on les a vues fabriquer tout à l'heure. Elles sont retournées pour s'assurer qu'il n'y a aucun corps étranger qui puisse rester dans la bouteille. Ensuite, elles sont remplies. Le cordon bleu qu'on voit ici qui descend, en fait, ce sont les bouchons qui ont été introduits dans la salle d'embouteillage. La salle propre, c'est vraiment le lieu stratégique en fait, où on fait rencontrer la bouteille et son emballage. Et donc, il faut que ça soit parfaitement propre. Dans la mesure où l'eau n'est pas traitée, en fait, on n'a droit à aucune contamination pour garantir au consommateur une eau qui est aussi pure que nous l'avons prélevée au niveau de la ressource. Et on va pouvoir sortir de la salle blanche pour aller déposer une étiquette sur la bouteille. Et pour chaque bouteille, on est capable de dire quelle préforme on a utilisé, quel bouchon on a utilisé, tous les contrôles, toutes les analyses qu'on a fait. En fait, on a une traçabilité totale de la bouteille jusqu'au magasin. On peut souligner que ce site industriel est particulièrement engagé dans le développement durable. L'usine agit sur la réduction de ces déchets plastiques, sur le tri sélectif et la revalorisation de tous ces déchets produits. Enfin, quand l'eau ne s'en va pas vers des destinations commerciales, elle poursuit sa course vers le lac de Serponçon. Et là, elle s'en vient reposer, ces 3000 hectares d'une eau turquoise qui sont surplombés par un ciel d'azur, ces 100 km de criques et de calanques, des baies et des berges. Serponçon offre toute une gamme de sports nautiques, la voile, le wakeboard, les bouées tractées, le jet ski, tous les plaisirs de la mer à la montagne. Chorges en fait dispose d'une multitude de facettes de par sa position géographique. En fait, Chorges est à proximité du parc national des Écrins. Le village se trouve aussi au cœur du site Natura 2000. Donc Natura 2000 est un site dans lequel se trouvent des espèces végétales et animales à protéger. Et on est aussi la porte d'accès au lac de Serponçon. Donc en fait, cette multitude de facettes, on la retrouve aussi dans la diversité des paysages. Aujourd'hui, la baie Saint-Michel, c'est un des plus beaux sites des Alpes du Sud qui permet la pratique de nombreuses activités à destination d'un large public. Donc en fait, que l'on soit amateur de pêche, de bouée tractée, de balade en bateau, de randonnée, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et contrairement à la baie Saint-Michel, qui dispose d'une plage aménagée et surveillée et qui est très fréquentée, la baie de Chanteloube, elle nous laisse découvrir un site qui est beaucoup plus sauvage et beaucoup plus naturel. Nous, notre génération des années 70, qui ont pu justement grâce à l'eau et le lac de Serponçon rester au pays, parce que la plupart des professionnels qui sont sur nos berges à l'heure actuelle travaillent directement du tourisme. Donc l'hiver, la plupart sont en station de ski, moniteurs de ski, pisteurs, etc. Et puis on se retrouve tous à faire des sports nautiques et à gérer des affaires sur les bords de ce beau lac. Et c'est vrai que grâce à ça, ça a été une manne touristique formidable et surtout un développement, un super développement. Et grâce à ça, une génération qui a pu effectivement rester au pays. Et nous, nous en quelques kilomètres ou en quelques minutes, on change de l'été à l'hiver rapidement. Et ça, c'est formidable. Et pour notre génération, ça nous fait un peu plus d'attachement à notre terroir et à notre belle vallée. Je pense qu'effectivement, il y a eu une guerre avec l'eau, et nos grands-parents plutôt ont eu du mal à accepter un peu cette eau qui est venue
qui est venu envahir ces terres et inonder. Après, il y a eu la génération de nos parents qui eux étaient entre les deux parce que ils ont subi un peu ce contre-coup et cette cicatrice via leurs parents. Et derrière, il y a eu quand même le développement touristique qui est arrivé très vite dans les années 70-80 avec l'avenue de la voile, de la planche à voile, etc. Et puis nous, les jeunes skieurs, qu'est-ce qu'on avait envie de faire? C'était d'aller glisser sur le lac. Donc ça a été le ski nautique au départ. Et puis après, ça a été le grand boom de la planche à voile et là, on a foncé dedans. Donc la plupart de notre génération, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la voie en passant les diplômes. Après, il y a eu des centres de formation qui sont créés directement sur le lac de Serre-Ponçon, qui sont un peu le réservoir et le vivier de toute cette génération qui travaille maintenant autour du lac. Et grâce à ça, je dirais que la cicatrice est refermée. Et puis nous, quelque part, on fait passer à nos gamins et à nos enfants cet amour de la région, du lac, et puis cette vie aquatique qu'on peut avoir pendant 4 mois de l'année, quoi.